Christophe, pourquoi as-tu déposé le bilan de ta société? Pourquoi j'ai déposé le bilan de la société? En fait, quand j'ai fait mon montage financier en 2000, c'était un projet avec 3 entreprises. Donc, il y avait une société civile immobilière, une société qui gérait la partie du bar avec la licence 4 et une entreprise que j'avais déjà qui était une société avec une maison d'édition et un studio d'enregistrement. Le projet global représentait à peu près 420 ou 440 000 euros d'investissement. Et les prêts bancaires représentaient un encours de 200 000 euros. J'avais donc un autofinancement à peu près de 240 000 euros. Mais dans cet autofinancement-là, je me suis retrouvé avec une partie de mon investissement coincé dans un dossier d'ordre successoral. Quand j'ai ouvert en 2000 mon entreprise, les fonds qui devaient m'être livrés pour mon autofinancement était une forme d'avoir suite à une cession d'activité dans une entreprise dans laquelle j'étais auparavant. J'avais des droits, j'avais donc des fonds à recevoir. Or, la banque qui devait me livrer les fonds, c'est elle qui devait les recevoir par rapport à une cession de titres. Ça passait par un compte familial. Et ce qui s'est passé, ou ce qui ne devait pas arriver, en fait, l'argent qui était prévu s'est retrouvé dans un dossier successoral. Donc j'ouvre l'entreprise avec une ligne de découvert de plus de 100 000 euros. Je trouve d'ailleurs qu'une banque qui autorise ce genre de fait, ça sous-entend qu'elle a confiance dans l'entreprise. Mais un découvert de 100 000 euros sur 3 ans, ça coûte très cher à une entreprise. Donc le terme de la 3e année d'exploitation, je me vois assigné au tribunal de commerce par l'URSSAF qui me demande ce qu'on appelle un rapport d'enquête avec un rapport de situation économique pour savoir où j'en suis, comment ça tourne dans l'entreprise. Donc le tribunal de commerce me fait un audit avec un juge commissaire et un mandataire judiciaire. Un rapport est officiellement délivré dans les 15 jours qui suivent cette ordonnance. Donc le schéma que j'espère à ce moment-là, c'est la compréhension de ceux qui m'ont entendu. Donc ça se passe à peu près bien. On a dressé déjà les dettes de l'entreprise et les activités de l'entreprise. Et a priori, dans le rapport, il est même marqué que j'ai peut-être l'appui de quelqu'un de solidement établi sur la ville sur laquelle je m'étais installé. Mais, il se trouve que dans le mois suivant, je me retrouve condamné par les prud'hommes à hauteur d'une dette de 30 000 euros. 30 000 euros de condamnation par les prud'hommes. Et là, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. Donc là, je sors d'un rapport d'enquête qui était déjà difficile. Dans le mois suivant, je me retrouve avec une condamnation des prud'hommes, sur laquelle je reviendrai parce qu'on verra que dans cette condamnation-là, l'appel que je ferai plus tard abandonnera plus des 2 tiers de cette condamnation. Mais en tout cas, au moment où ça m'arrive, je décide à ce moment-là de mettre en cessation de paiement. Qu'est-ce qui m'a poussé à me mettre en cessation de paiement en dehors de ça? C'est qu'en même temps, dans la même année, je me retrouve dans un magazine, élu l'entrepreneur du mois, et l'article principal de ce journal, qui s'appelait Le Monde de la Nuit, c'est le redressement judiciaire est-il un acte de gestion ou un acte de mauvaise entreprise? Donc, grosso modo, c'est à peu près ça la question. Donc ça, plus ce qui m'est arrivé, j'ai décidé de me mettre en cessation de paiement. Et là, la cessation de paiement, elle a lieu, disons, dans les 15 jours qui ont suivi la condamnation des prud'hommes. Voilà. Donc là, je me retrouve maintenant en cessation de paiement en date du 8 janvier 2004. Est-ce que Jean-Claude, j'ai répondu à ta question? Oui. Comment se passe la suite? Alors la suite, c'est ce qu'on appelle la période d'observation. Alors j'ai déjà fait
une petite explication vidéo de la période d'observation où j'explique les dettes, les tenants, les aboutissants, à quoi elle sert la période d'observation. Donc je la rappelle là en quelques mots, c'est une période d'observation, c'est simplement une exploitation commerciale qui est donnée pour un certain délai, une certaine période, où l'entrepreneur doit démontrer qu'il a la capacité à payer les dettes qui sont arrêtées au moment de la cessation de paiement. C'est ça l'usage du redressement judiciaire ou de la période d'observation. Donc quand on vous fait une période d'observation, elle est variable, elle peut durer 2 mois, 3 mois, 6 mois au maximum. Mais le but, c'est de travailler et de montrer que notre chiffre d'affaires va pouvoir régler le passif, ce qu'on appelle à ce moment-là le passif, sur un plan qui va aller de 7 à 10 ans. Hein, donc si je prends mon cas personnel qui était un passif qui avait été arrêté à l'origine à 200 000 euros, sur 10 ans, ça faisait un remboursement annuel de 20 000 euros. Même si quand il a été arrêté à une hauteur de 200 000 euros, on s'apercevra très vite qu'il y a ce qu'on appelle des réductions du montant du passif. Des dettes ou des créances qui ont été ventilées, qui ont été acceptées par le mandataire, qui n'avaient pas lieu d'être. Mais ce n'est pas le sujet du redressement judiciaire. Le redressement judiciaire ou la période d'observation, c'est de montrer que notre activité, notre business dégage suffisamment de résultats pour payer l'ensemble des créances qui sont inscrites au passif. Mais là, on va se retrouver quand même dans des cas ou des travers de mandataires. Si le mandataire, au cours de ma période, avant que je me mette en redressement judiciaire, j'avais expliqué que j'avais eu ce qu'on appelle un rapport d'enquête. Ce qui me gêne dans cette affaire-là, c'est que le rapport d'enquête du mandataire lui a permis de cerner tout le patrimoine immobilier, le patrimoine personnel, le système des cautions, le système du chiffre d'affaires de l'entreprise et ce qu'on appelle l'intégralité des actifs. Même si après le mandataire qui a qu'un objectif, c'est de vous liquider, saura faire valoir devant un juge commissaire qu'il n'avait pas les éléments. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc là, on se retrouve dans une période d'observation et cette période d'observation, elle est donc manipulée par le mandataire judiciaire, par un outil qu'il a, qui s'appelle le rapport. Moi, j'ai vécu 4 rapports du mandataire judiciaire au cours de ma période d'observation. Donc ma période d'observation, elle a duré 5 mois et demi. Donc j'ai à peu près un rapport tous les 5 ou 6 semaines. Ce qui a été extraordinaire, c'est que dès le premier rapport, après 1 mois et demi d'activité de la période d'observation, le mandataire judiciaire sollicite déjà auprès du tribunal de commerce, par son rapport, une demande de conversion du jugement de redressement en liquidation d'entreprise. Là, j'ai la chance de tomber à l'époque sur des gens au tribunal de commerce qui considèrent qu'il n'y a pas assez d'éléments probants pour accepter la demande du mandataire. Ce qui va devenir récurrent chez le mandataire au cours des 3 autres rapports qu'il va émettre. Par trois fois, il va demander de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Et là, je ferai abstraction de toutes les turpitudes que le mandataire a pu rédiger au cours de ces rapports. Ces rapports d'ailleurs qu'on n'a pas, on ne les a pas à disposition. On les a que si on engage une procédure après le redressement judiciaire qui aura été converti en liquidation judiciaire. Mais là, on est déjà dans la première période de ce que j'appelle les mensonges au cours de la période d'observation, où on vous met des créances qui n'existent pas, où on vous augmente votre passif, ou en tout cas on fait croire que vous n'êtes pas capable de régler dans un plan à venir le passif qui a été généré à l'arrêté comptable de la cession des paiements. Donc voilà, donc là, moi je me retrouve donc avec un mandataire judiciaire qui aura tout mis en œuvre pour demander
au tribunal de commerce par son dernier rapport la liquidation du jugement par jugement de liquidation, la liquidation de l'entreprise. Et cette personne, ce mandataire judiciaire, va obtenir ça à l'appui simplement d'écritures qui étaient mensongères. Donc moi, je me retrouve avec une entreprise liquidée dès le 8 novembre 2004, et sans pouvoir dire quoi que ce soit au niveau de mes arguments économiques qui étaient porteurs. Bien. Pourquoi tu fais appel du jugement de liquidation? Alors, je fais appel du jugement de liquidation déjà parce que j'ai affaire à un mensonge incroyable qui est né dans le jugement même de la liquidation. La loi, dans les tribunaux de commerce, interdit, c'est la loi, qui interdit qu'on ramène dans la période d'observation des dettes qui sont extérieures à la période d'observation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets en redressement judiciaire ou en cessation de paiement, en date du 8 janvier, une créance qui existait au 1er janvier n'a pas le droit d'être dans la période après le 8 janvier. Or là, je vais subir une chose incroyable, je vais subir un rapport comptable d'un expert, un soi-disant expert en fait. Mais je vais vous expliquer qui était l'expert après, tout de suite après. Mais en fait, cet expert, il va me faire pas l'exploitation de la période d'observation, mais l'exploitation du 1er janvier au 30 septembre. Et il va incorporer 80% du passif hors période d'observation à l'intérieur même du plan de la période d'observation, ce qui est interdit par la loi. Donc, mon exploitation qui, hors cet abus de position, d'apport de dette, aurait dû avoir pouvait me donner les moyens de prouver que l'exploitation commerciale était viable, va provoquer l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir un résultat qui était positif, qui me permettait d'assumer l'échéance du plan, je me retrouve avec une dette de plus de 30 000 € sur la période d'observation, simplement par incorporation de dettes qui n'avaient pas lieu d'être dans la période d'observation. Et là, oui. Pourrais-tu préciser le montant des bénéfices que tu étais supposé faire Alors c'est marqué dans les rapports du mandataire judiciaire. Alors, c'est même assez drôle parce que on a une entreprise qui est en redressement judiciaire à date du 8 janvier 2004. Elle fait un premier arrêté comptable au mois d'avril. Et là, elle s'aperçoit à la fin du mois d'avril que j'ai déjà autofinancé les frais de la procédure. On est donc sur une période qui dure 2 mois. Et après, je me retrouve un dernier arrêté comptable qui va avoir lieu au 30 septembre, donc 8 janvier, 30 septembre. On est sur à peu près 5 mois et demi d'exploitation. Et là, j'ai autofinancé quasiment 10 000 € de frais de procédure. Donc ça, c'est marqué dans le rapport. Mais je ne sors que 7 900 € de résultats. Donc, l'autofinancement de pas tout à fait 10 000 €, on va mettre 9 500 € pour être clair, plus 7 900 € de résultats, je me retrouve avec une période de 5 mois et demi où je sors quasiment 17 500 € de résultats. Or, par rapport à mon passif, j'ai un objectif qui est important, qui est demandé par le mandataire dans ses rapports, c'est d'avoir un résultat qui sort au moins 20 000 € par an. Si je sors 9 000 € d'autofinancement plus 7 500 € de résultats, en 6 mois, on va dire en 6 mois, ça me paraît quelque part évident que l'objectif de 20 000 € sur un an d'exploitation était atteignable. Et là, je fais appel parce que je conteste donc les comptes du mandataire, la manière dont ça arrivé, mais surtout je conteste la méthodologie du mandataire
parce que le passif qui a été arrêté en date du 28 octobre, le passif a été arrêté auprès du tribunal de commerce moins de 10 jours avant le jugement de liquidation. Et là, c'est quelque chose qui est déposé dans un organisme officiel qui s'appelle le BODAC. Donc moi, dans ce document-là, j'ai, au titre de ma contestation et de mon appel, puisque je fais appel sur la liquidation, comme tu l'as dit, c'est simplement parce que je m'aperçois que dans les dettes du passif, il y a du passif qui doit être enlevé, qui doit être réduit, qui doit être rejeté par le tribunal de commerce. Or, le mandataire était au courant de ça et le mandataire a refusé au cours de la période d'observation de me faire des réductions de passifs. Et elle, ou il, enfin moi c'était une femme, donc elle a refusé de faire la réduction de passifs parce qu'au titre de ces rapports qui étaient écrits auprès du tribunal de commerce, son objectif c'était de prouver que je ne pouvais pas rendre ou apurer 20 000 € par an. Donc je me retrouve en contradiction avec les écritures du mandataire et la réalité des faits. Et l'appel a servi à ça. Donc maintenant, l'appel sur un jugement de liquidation, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Parce que le mandataire, il a de l'expérience, il est professionnel dans ce milieu-là. Et donc il va bénéficier d'un atout énorme, c'est l'appui de l'autorité de la chose jugée au cours du jugement de liquidation. Maintenant, l'entrepreneur que je suis va utiliser ses arguments à lui et ses outils à lui, qu'est la puissance de la vérité dans des conclusions. Mais quand on a affaire à un mandataire judiciaire qui ne fait que faire du rédactionnel mensonger, on va vite s'apercevoir que le jugement de liquidation fait dans le tribunal de commerce sera confirmé en appel. Et parce que les juges entre eux ne remettent pas en cause ce qui a été déjà décidé et on se retrouve face à l'autorité de la chose jugée. Quel est le lien entre le mensonge et l'autorité de la chose jugée? C'est bien là le drame en fait. Alors le lien, il est très simple. Le mandataire judiciaire qui veut liquider une entreprise. Mais ceci étant, ça ne concerne pas que le type de procédure au cours des tribunaux de commerce, parce qu'on va s'apercevoir que l'autorité de la chose jugée, elle touche plein de gens, donc plein de procédures. Ce qui est difficile, c'est de comprendre après que c'est la recherche primaire d'un mandataire judiciaire. Quand il obtient un jugement, le travail qu'il a fait auparavant, dans la période d'observation, c'est de mentir en rédactionnel, en rapport et en audition auprès du tribunal de commerce. Et ces mensonges-là, c'est eux qui vont formaliser la rédaction du jugement que va rendre le tribunal de commerce. Si le rédactionnel il a été mensonger, si le chiffre d'affaires il a été trompé, si le montant du passif il a été exagéré, si le remboursement des dettes qui étaient possibles ont été manipulés pour dire que c'était impossible, on se retrouve avec le jugement qui va prendre les arguments du mandataire. Les arguments vont être rédigés dans le jugement de liquidation et l'appel, quand on va se retrouver devant la cour d'appel, le mandataire va faire quoi? Il va reprendre ce que le jugement du tribunal de commerce aura rendu et il ne va pas tourner autour du pot sans s'étendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais attendez, le jugement qui a été rendu mentionne ça, mentionne ça, mentionne ça, donc c'est déjà jugé. Et là, on s'aperçoit qu'après, c'est simplement après qu'on comprend que la turpitude des mensonges qui sont avant un jugement
a un rôle essentiel pour le mandataire, c'est que le mandataire va s'appuyer après uniquement sur le jugement qui aura été rendu. Vous avez beau amener des arguments nouveaux, il va faire en sorte de dire qu'il ne les a pas reçus, qu'ils sont inexistants, que c'est inepte. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Quand en 2004, je démontre que je suis en avance technologique dans le domaine du numérique, vous allez avoir un mandataire qui va vous dire que le numérique n'a pas de perspective d'avenir. Donc, c'est plus qu'un mensonge, c'est de ne pas prendre connaissance des perspectives de croissance d'une entreprise. Et ça, auprès de conclusions devant la cour d'appel telle que moi je l'ai vécu, ce mensonge-là, à l'époque où il a été écrit, il sera passé comme une lettre à la poste. Donc moi, quand je dis que le plus dangereux dans un jugement qui est rendu, c'est de pouvoir contrer les mensonges avant même que le jugement soit rendu, c'est pour éviter plus tard d'avoir plus qu'un seul recours possible, c'est d'entamer une procédure à l'escroquerie à jugement parce qu'on aura trompé la religion des juges au cours des explications, au cours des conclusions et au cours des pièces transmises. Donc ça fera l'objet d'une autre réunion, d'une autre vidéo, et vous verrez que l'autorité de la chose jugée, c'est avant tout le fait de reposer sur des mensonges qui sont rédigés. À vous d'utiliser ce rédactionnel-là pour prouver que le mensonge, il est existant. À bientôt, Jean-Claude.